Bonsoir messieurs, dames. Très enchanté de vous retrouver pour un nouveau numéro de Hightech 221. Les plateformes technologiques au Sénégal existent, mais peu sont connues. Aujourd'hui, nous allons parler de la plateforme Nakala avec monsieur Baysen. Nakala est une plateforme sénégalaise traitant des informations de la technologie et de l'économie numérique. L'objectif est de promouvoir l'information de la technologie et du web au Sénégal. Comme moi je suis un passionné du web, j'avais beaucoup de difficultés quand je faisais des recherches sur le net de trouver des informations et de l'actualité du numérique au Sénégal. Nous sommes dans un monde du numérique. L'information doit intéresser à tout le monde parce que y a la technologie et l'information de la technologie, elle est mobile. Il suffit juste d'avoir Internet, taper l'URL www.nakala.net et voilà, vous êtes accédé. Bon, comme son nom l'indique, Nakala c'est comment ça se passe. Moi, j'avais un ami qui avait l'habitude de me parler. Chaque fois qu'il me parle, il me dit Nakala, Nakala. Et je me suis dit, bon, c'est un bon nom de domaine. Pourquoi ne pas essayer d'essayer de prendre ce nom-là? Alors, donc, nous sommes réunis aujourd'hui au Radisson pour faire un débrief de CES 2019. Donc, c'est un événement majeur qui s'est tenu en début d'année à Las Vegas. C'est l'événement phare de l'innovation IT mondiale. Les grandes firmes y sont, les startups y sont. Donc, c'est un conseil des nations où chacun vient montrer en termes d'innovation qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc, les tendances de l'innovation IT se dessine dans ce salon-là. Donc il y a eu plus de 180 000 visiteurs venant de 150 pays, beaucoup de startups et donc on a été conviés à cet événement par Gaïdé 2000. Au passage, je remercie M. Diagne, son administrateur général, qui fait un travail extraordinaire d'ailleurs sur montrer le savoir-faire, vendre le savoir-faire IT made in Sénégal. Donc ça, c'était du 8 janvier au 11 janvier, donc à Las Vegas. Nous y étions donc avec Gaïdé 2000. Il est important que l'année prochaine, en tout cas pour 2020, qu'il y ait une plus grande présence sénégalaise. Parce que comme nous sommes tous d'accord là-dessus, dans ce concert des pays, il faudrait que l'IT Made in Africa et l'IT Made in Sénégal soient représentés. Et à Dakar, je ne sais pas qu'est-ce qui manque, mais ce ne sont pas des startups ni des PME qui évoluent dans le domaine de l'IT, qui ont des choses à montrer. Pour montrer qu'en Afrique, les gens sont capables de faire de l'IT et d'innover dans ce sens-là. Donc oui, les retombées, c'est quoi? Donc il y avait des milliers d'exposants, donc de nouer des relations, mais également de voir en termes d'innovation, de recherche, ce qui se fait de mieux et d'avoir des idées de produits pour venir répondre à des problématiques contextuelles au Sénégal et en Afrique. Je pense que tout start-up doit essayer d'y aller. Et c'est dans ce sens-là que ce qu'on organise aujourd'hui, c'est aussi de trouver des partenaires pour l'édition 2020. Mieux nous organiser. Gaïdé 2000 a fait le premier pas, c'est-à-dire de créer une petite communauté qui va chaque année. Maintenant, je pense qu'il faut une meilleure organisation, avoir des structures qui vont appuyer, avoir l'État qui va appuyer et financer le plus grand nombre de start-up à y aller. Parce que c'est important qu'on aille se mesurer par rapport aux autres, aux Israéliens, aux Européens, aux Américains, et d'en revenir avec plein d'idées. Et puis pourquoi pas un CES au Sénégal. Le mot d'ordre de l'année 2019, c'est à coup sûr l'intelligence artificielle. Comme vous avez vu le voir dans nos éditions précédentes, nous avons beaucoup parlé, en tout cas dans la partie Tech World, d'objets connectés avec une intelligence artificielle. Aujourd'hui dans TechZoom, nous allons plus développer. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Découverte. L'intelligence artificielle est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Elle correspond donc à un ensemble de concepts et de technologies plus qu'à une discipline autonome constituée. C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est une science
qui vise à reproduire l'intelligence humaine chez les machines. Donc l'idée, c'est vraiment de doter les machines, c'est-à-dire les ordinateurs, l'ensemble des machines qu'on a, une forme d'intelligence qui leur permettrait de résoudre des problèmes qui normalement seraient destinés qu'aux êtres humains en fait. Il y a pas mal de définitions et je pense que toutes ces définitions-là sont correctes. Donc je vais juste donner la définition que je trouve simple. C'est que c'est le fait de pouvoir simuler l'activité intellectuelle d'une personne dans une machine. Est-elle rentable pour la société africaine? Alors l'intelligence artificielle est rentable pour la société africaine dans le sens où ici en Afrique tout est à construire. Et l'intelligence artificielle c'est une très grande avancée dans le domaine de la technologie. C'est un train qui vient de démarrer et c'est vrai qu'il y a les gens qui sont dans des wagons qui sont devant, mais l'Afrique peut rattraper et je pense que c'est un domaine qui ne demande pas assez de moyens. Si on prend l'exemple de l'éducation, l'accès à l'éducation, c'est tout un problème en Afrique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut nous permettre d'aider les enseignants à faire plusieurs tâches qui sont répétitives. Dans le domaine de la santé aussi, on peut avoir l'intelligence artificielle pour le diagnostic en fait, de certaines maladies. On peut aussi noter dans le domaine de l'urbanisation. Et donc, tout le monde peut le faire en fait. Il suffit juste d'avoir la curiosité qu'il faut. Et avec ça, on peut quand même genre, faire pas mal d'innovations dans ce domaine-là et voilà quoi, et rattraper le monde. Alors il faut savoir qu'en Afrique, l'urbanisation, on est en train de prédire qu'en 2035, 50% de la population africaine sera urbaine. Et pour ça, il y a de grands défis de planification qu'il y a à faire. Et l'intelligence artificielle nous permettrait de pouvoir résoudre ces genres de problèmes-là. Souvent classée dans le groupe des sciences cognitives, elle fait appel à la neurobiologie computationnelle, à la logique mathématique et à l'informatique. Elle recherche des méthodes de résolution de problèmes à forte complexité logique ou algorithmique. Les jeunes travailleurs ne doivent-ils pas avoir peur de l'intelligence artificielle? Avoir peur de l'intelligence artificielle, non. Mais il faut se préparer face à cette révolution-là. Il y a une forte révolution qui va arriver et l'intelligence artificielle, qu'on soit prêt ou pas, elle va arriver. Oui et non. Voire même non, parce que de toute façon, comme toute révolution industrielle, ça va venir avec l'élimination de certains emplois et la création de nouveaux. Et ce sera une révolution, il y aura des changements de métier et il faudrait aujourd'hui former les jeunes, les aider à pouvoir anticiper sur ce changement-là qui va arriver.
Par extension, elle désigne dans le langage courant les dispositifs imitant ou remplaçant l'homme dans certaines mises en œuvre de ses fonctions cognitives. Ses finalités et son développement suscitent depuis toujours de nombreuses interprétations, fantasmes ou inquiétudes s'exprimant tant dans le récit ou film de science-fiction que dans les essais philosophiques. Je vous laisse avec la Minute d'Orange. Bonjour, Leïta Kodier, chef de service entrepreneuriat numérique et promotion des startups. L'éthique contribue énormément au développement de nos pays, les femmes aussi. C'est pour cela que Sonatel a choisi de mettre au cœur de sa stratégie les femmes en vue de l'atteinte de ses objectifs majeurs. 39% du personnel sont des femmes, 41% dans le comité de direction. L'ambition de la direction générale est d'arriver à 50% d'égalité hommes-femmes Horizon 2022, dans un cadre d'épanouissement et de réalisation. Une démarche pour promouvoir l'autonomisation des femmes par le numérique à travers des services adaptés à leurs besoins. Il s'agit du programme M-Women lancé depuis 2015 par Sonatel. L'inclusion numérique des femmes a pour objectif de démultiplier leur apport à un développement durable socio-économique. Pour ce faire, nous avons encouragé l'entrepreneuriat numérique féminin à travers le Linguère Digital Challenge, dont les résultats seront connus très prochainement. Avec vous, pour vous, Sonatel. Nous allons passer tout de suite à l'invité de Basile. Alors, Ndiaga Gueye, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association ASUTIC, qui est l'association des consommateurs des TIC au Sénégal. Alors, on vient de passer l'étape de la présidentielle. On a beaucoup parlé de présidentielle et réseaux sociaux. Vous, en tant qu'expert dans ce domaine, comment avez-vous apprécié l'utilisation des réseaux sociaux, Internet en général, avec la présidentielle de 2019? Dans la campagne présidentielle qui vient de se passer, on peut apprécier le numérique sous deux angles. Le premier, c'est l'utilisation du numérique dans les programmes des candidats et la présence du numérique dans le débat, les déclarations des candidats durant la campagne présidentielle. C'est un premier niveau d'appréciation. Le deuxième niveau concerne, dans la communication politique, l'utilisation des outils du numérique. Sur le premier critère d'évaluation, à savoir la présence du numérique dans les programmes des candidats, dans le débat politique et dans les déclarations des candidats, nous avons constaté que le numérique occupait en réalité une place secondaire. Si nous prenons les 5 candidats, il y en a un qui ne parle nullement du numérique dans son programme. C'est qui Issa Sall? Madi Kenyan, le candidat Madi Kenyan. Un autre qui est encore très surprenant, parce qu'on dit que c'est un docteur en informatique, pratiquement effleure le numérique par 2 propositions très aériennes. Il reste 3 candidats. Le plus attendu sur le numérique, c'était le candidat le plus jeune, qui a une section spéciale consacrée au numérique dans son programme. Mais après analyse, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de propositions très aériennes et qu'il manquait véritablement de mesures opérationnelles pour la mise en œuvre en fait, de ce programme. Donc de ce lot s'est dégagé 2 candidats, le candidat Macky Sall et le candidat Idrissa Seck, qui ont véritablement fait des propositions très concrètes. C'était normal aussi parce que Macky Sall, c'est le président sortant, Idriss Seck a un peu duré dans le gouvernement. Oui, donc en leur faveur, nous pensons qu'ils ont été les candidats qui ont fait les propositions les plus concrètes, les plus opérationnelles. Mais d'une manière générale, il ne se dégage pas une vision de haut niveau du numérique. Par conséquent, nous estimons que dans les programmes des candidats, on n'aura pas un quinquennat du numérique, donc des programmes de développement soutenus par le numérique. Sous l'angle de la communication des politiques des candidats, nous constatons qu'en fait, les outils du numérique n'ont pas occupé une place centrale. Nous avons constaté que les outils du numérique ont surtout été utilisés comme
outil d'appui logistique à la campagne électorale. Ils n'ont pas été utilisés comme outils de campagne électorale. D'accord. Pour vous donner des exemples, si vous consultez les pages des réseaux sociaux des candidats, on y présente les programmes, on y présente des vidéos des campagnes qui se sont déroulées sur le terrain, on y présente l'agenda en fait des prochains événements des candidats. Mais aucun des candidats n'a eu à faire une déclaration en live sur les réseaux sociaux, à dialoguer en live sur les réseaux sociaux avec les potentiels électeurs. Pour dire que voilà, l'Internet et les réseaux sociaux n'ont pas occupé une place prépondérante dans la campagne électorale qui vient de se passer. C'est juste des outils pour faire la voilà. campagne. Et d'ailleurs, parmi les 5 candidats, il y a 2 dont les sites web n'étaient même pas opérationnels. Oui. Et comment expliquez-vous ce fait-là? Ça veut dire que les candidats ne sont pas jusqu'à présent conscients de l'utilisation d'Internet par rapport à leur programme, à leurs affaires politiques, ou c'est quoi? C'est un retard? Non, ils ne sont pas en retard. Au contraire, je pense qu'ils ont fait une analyse très fine de la situation de l'écosystème numérique et qu'ils ont compris que le numérique ne constitue pas encore une pièce maîtresse pour gagner une élection au Sénégal. D'accord. Si nous consultons le taux de pénétration d'Internet, selon l'UIT, c'est autour de 26%, ce qui donne à peu près 4 millions. Parmi les 4 millions de Sénégalais, comparé au fichier électoral de 6 600 000, nous sommes à peu près à 55-60%. Et parmi ces 4 millions, qui sont électeurs? Pratiquement, on n'a pas d'indicateur précis, mais nous pouvons supposer que parmi les 4 millions d'utilisateurs d'Internet, seulement 2 millions sont véritablement des électeurs. 2 millions comparés au fichier électoral de 6 600 000, ça ne représente pas beaucoup. Nous sommes à 30% de l'électorat. Si vous prenez le réseau social le plus utilisé, Facebook, avec à peu près 2 900 000 utilisateurs au Sénégal, parmi ces candidats-là, parmi ces utilisateurs, qui sont réellement des électeurs, une partie très infime. Mieux encore, nous pensons que les candidats ont compris que les réseaux sociaux ne constituent pas un vecteur important pour véhiculer une campagne électorale, dans la mesure où ils sont dépendants des algorithmes de ces plateformes. Exactement. On va rester sur ces réseaux sociaux-là. On a beaucoup parlé avant la présidentielle de censure sur Internet, etc. Est-ce qu'au finish, on avait vu cette peur-là qu'on avait déjà sur Internet? C'est vrai qu'avant le début de la campagne électorale, nous avions exprimé beaucoup de préoccupations quant à une éventuelle censure de l'Internet, un blocage des réseaux sociaux. Ces préoccupations étaient fondées sur le cadre légal pour la censure de l'Internet qui a été créé avec l'article 27 du Code des communications électroniques, mais surtout eu égard au discours des autorités qui n'arrêtaient pas de parler de régulation des réseaux sociaux et d'Internet pour faire face aux fausses informations qu'on appelle en anglais fake news. Mais à l'arrivée, nous avons constaté qu'il n'y a pas eu de coupure d'Internet ni de blocage des réseaux sociaux. En côté, le débit même était excellent. Avant de terminer, vous avez beaucoup parlé du secteur des TIC dans des contributions que vous avez publiées sur Internet, notamment cette dernière où vous parlez du plan Sénégal émergent, où on a un cadre juridique imparfait. Pourquoi vous avez soulevé ces questions? Est-ce qu'il y a un petit retard sur des débats vraiment de ce genre? Disons que pour le développement d'un écosystème numérique, fondamentalement, il faut créer un cadre pour une concurrence saine et loyale. C'est la concurrence qui peut être le moteur du développement, qui aura comme conséquence une amélioration de la qualité, une baisse des prix et une accessibilité du haut débit partout dans le Sénégal. Malheureusement, nous constatons que le cadre juridique actuel ne crée pas les conditions d'une concurrence saine et loyale. Et qu'est-ce que pour vous donner un exemple de la situation du Sénégal, nous avons un marché qui est un oligopole. Un oligopole en économie, c'est un marché où il y a peu de prestataires, de sociétés qui vendent des services, face à une très forte demande. Dans un tel type de marché qu'on appelle un marché imparfait, les prestataires et les entreprises concernées n'ont pas intérêt à faire de la concurrence. Dans le marché des télécoms, nous avons 3 opérateurs.
Donc ils n'ont pas intérêt à faire la concurrence. C'est pour là que nous constatons des tarifs alignés. Partout vous avez les mêmes tarifs. Et ils font des ententes entre eux. Pour vous donner un exemple, lors de l'appel d'offres sur la 4G, unanimement, ils ont donné une même réponse. En plus, dans ce marché qui est un oligopole, il y a un opérateur dominant qui, à lui seul, fixe les règles du marché et donne le cap à suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Asutic est en train de faire? Aujourd'hui, pour faire face à cette situation d'oligopole du marché, le gouvernement a tenté de le résoudre en introduisant de nouveaux fournisseurs d'accès Internet. Les FAI. Les FAI. Le gouvernement aussi, dans une tentative de libéralisation du marché, a introduit des opérateurs virtuels. Mais la faiblesse de ces politiques gouvernementales réside dans le fait que ces nouveaux acteurs dépendent des acteurs traditionnels. Donc ils n'auront aucune capacité à influencer les acteurs présents. Donc la solution pour casser l'oligopole du marché actuel du Sénégal, c'est un quatrième opérateur qui aura la puissance et la capacité technique et financière de bousculer les acteurs suivants. En France, c'était la même situation. Il y avait un oligopole, 3 opérateurs qui contrôlaient le marché à leur seul profit. Il a fallu l'entrée d'un quatrième opérateur pour dynamiter les tarifs et améliorer la qualité des services. On espère qu'il y aura un quatrième opérateur en tout cas. Mais ça a été agité en 2013. Oui, mais après, ça a voilà, c'est vrai. Mais bon, on espère qu'on aura le quatrième opérateur pour essayer d'enlever ce marché de l'oligopole. En tout cas, M. Gueye, merci beaucoup. Merci. On n'a pas assez de temps pour tout discuter, mais on fera tout pour continuer la discussion sur Internet et sur notre plateforme. Je rappelle que vous êtes le président de l'ASUTIC, c'est l'association des utilisateurs d'Internet. C'est un think tank du numérique. On nous présente souvent comme une association de consommateurs. Voilà, donc mais il est temps que vous changez de think tank. On défend aussi les consommateurs, mais on participe aussi à la réflexion stratégique. C'est très bien. Donc on est plus qu'une association de consommateurs. C'est la raison pour laquelle, même pour être membre de l'association, il nous faut d'abord voir votre CV. Parce que nous nous positionnons comme un laboratoire d'idées et de réflexions sur les questions du numérique au Sénégal. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. On se retrouve prochainement. Si vous êtes comme moi et que vous avez l'habitude tout le temps d'oublier vos mots de passe, ce Tech Tips est pour vous. Vous allez apprendre comment changer ou récupérer votre mot de passe. Professeur Harris, à vous. Merci Mary. Vous souhaitez changer le mot de passe à la suite d'un problème de sécurité, d'un oubli ou même mieux pour améliorer la protection de votre compte, renforcer la sécurité de votre compte Gmail, AdSense, YouTube ou Google Drive en changeant facilement de mot de passe. À force d'utiliser des mots de passe différents pour tous vos comptes, vous avez fini par oublier celui de votre compte Google. Pas de panique, le tips de ce numéro, nous allons vous démontrer en quelques étapes comment changer son mot de passe Google. Tout d'abord, connectez-vous à l'adresse www.gmail.com, puis cliquez sur le lien bleuté besoin d'aide. Une nouvelle page s'affiche alors. Dans le menu, sélectionnez l'option « Je ne connais pas mon mot de passe ». Indiquez votre adresse mail complète, puis cliquez sur le bouton bleu « Envoyer ». Google vous demande alors le dernier mot de passe dont vous vous souvenez. Si vous avez oublié votre dernier mot de passe, cliquez sur « Je ne sais pas ». Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez indiquer que vous avez toujours accès ou non à votre messagerie de secours. Cliquez sur « Continuer » si c'est le cas ou sur « Valider votre identité si vous n'avez plus accès à cette messagerie ». Répondez à la question de sécurité enseignée lors de la création de votre compte. Google vous envoie alors un message à l'adresse mail indiquée. Ouvrez le mail en question, puis cliquez sur le lien vous permettant de réinitialiser le mot de passe dans les 24 heures suivant la réception. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous prochainement. La technologie évolue. Elle évolue jusqu'au point où même dans la manière de se déplacer ou encore d'avoir du fun, on nous crée des choses. Je vais vous présenter Segway. Segway, ce sont des rollers qui vont vous aider à vous déplacer ou à avoir du fun comme jamais. Après les rollers en ligne et autres produits de mobilité, le Segway Drift est une nouvelle manière tendance de se déplacer et de s'amuser d'une façon jamais vue auparavant. Osez vous démarquer avec des e-skates stylés, cool et amusants à manier. Glissez, tournez, dansez ou faites des tours, les façons d'utiliser le Segway Drift W1 sont infinies. La technologie d'auto-équilibre stable vous permet de vous déplacer sans effort et avec style. Le Segway Drift W1 est léger et pratique à transporter dans un sac ou à la main pour l'emporter partout
avec vous. Unique et moderne, il est fabriqué avec des matériaux de haute qualité. Les roulettes sont conçues pour améliorer la stabilité et la direction et sont associées à des patins antidérapants. Le confort et le divertissement sont garantis. Avoir de l'eau potable où que vous vous trouviez et où que vous soyez, c'est désormais possible avec Ripuri. C'est la première bouteille de filtration d'eau. Alors que vous ayez de l'eau de mer, de l'eau de pluie, de l'eau de source, avec Ripuri, vous avez votre eau potable. Peu importe où vous allez, il est essentiel d'avoir de l'eau potable fraîche et pure. Ripuri est la première bouteille de filtration de voyage au monde. Nous fournissons de l'eau potable pure. Vous savez que c'est sûr et fonctionnel à 110%. Ripuri produit de l'eau complètement potable en quelques secondes seulement. Doté d'une conception compressible, Ripuri accélère sans effort le débit de l'eau. Il suffit de presser la bouteille au milieu pour verser et partager facilement l'eau filtrée. Ripuri vous offre le moyen le plus efficace et entièrement portable de filtrer l'eau, même la plus trouble, en une eau 100% potable en quelques minutes à peine. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. J'espère que, comme d'habitude, vous avez apprécié les sujets présentés ainsi que la présentation elle-même. Je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, dans 15 jours pour un nouveau numéro de Hightech 221. En attendant, c'est mon téléphone qui sonne.